Ah, OK, parfait, super. Bon, ben, écoutez, merci tout le monde de m'accueillir. Merci aux efforts de me laisser présenter mon mémoire de maîtrise et justement l'étape du dépôt initial dans le moment. Donc, son titre, comme vous l'avez vu sur le diapo, les représentations sociales de parents issus de milieux ruraux en ce qui a trait à l'utilisation et à l'accès aux technologies numériques chez leurs enfants et leurs adolescents. Bon, ça m'arrive tout le temps, ça ne marche pas. Ça ne veut pas, Max, désolé. Je veux quelques secondes de plus. C'est moi sur l'écran, peut-être. Ah, c'est peut-être ça, un petit coup sur l'écran. Ah, voilà. OK, merci beaucoup. Donc, dans le fond, ce mémoire de maîtrise-là, il a été fait dans le cadre d'un plus grand projet de recherche qui avait été mené par la professeure Ève Pouliot, qui est juste représentée ici dans le moment. Puis ce projet-là, ça concernait le vécu des enseignants, des jeunes et des parents dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Auteur, donc, Ève Pouliot, avec aussi les professeurs Daniel Maltais et Patrick Giroux de l'UQAC, puis aussi mes précieuses assistantes de recherche qui ont été vraiment indispensables dans le cadre de ce processus. Donc, au fond, la problématique de ce projet, au fond. Le numérique, c'est essentiel aux jeunes, je pense qu'on en a une bonne idée. Ça permet de socialiser, ça leur permet d'apprendre. Puis aussi, dans le cadre d'une économie du 21e siècle, de nouvelles technologies, c'est quelque chose qu'ils doivent maîtriser. De toute manière, la pandémie, là, les recrues le disent, elle a mis de l'avant justement cette nécessité-là pour les jeunes d'avoir ces outils-là parce qu'ils ont été utiles dans le cadre de l'apprentissage, aussi dans le cadre du maintien de la socialisation. Mais par contre, ça ne vient pas juste avec des avantages des technologies numériques, il y a des risques aussi. Des fois, les parents peuvent craindre certaines choses, il peut arriver certains problèmes par rapport à ça. Ce qu'on va appeler la cyberdépendance, leur enfant, des choses comme ça, et ainsi de suite. Fait que dans le fond, c'est un peu d'essayer de naviguer dans le meilleur des deux mondes, parce que les jeunes profitent des technologies, mais qu'en même temps, on puisse essayer d'en réduire les risques. Mais par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ben, les jeunes ne sont pas tous égaux face aux technologies numériques. Il y a une fracture numérique, il y a des différences entre les jeunes, dans le fond. Ils n'ont pas tous, ça va au-delà du simple accès aux technologies, parce que l'accès, on le sait, ils l'ont. Les jeunes, ils ont tous des cellulaires, mais ils n'ont pas tous les mêmes capacités de faire les mêmes choses ou les mêmes tâches, si on veut. Il y a plusieurs déterminants à ces inégalités-là. Dans le fond, ça peut être l'âge des jeunes, ça peut être l'éducation, le milieu de vie, le milieu de vie des jeunes, le milieu de vie des parents, et ainsi de suite. Et justement, en venant aux parents, ben, c'est les figures d'autorité en matière de numérique. Donc, pour l'usage, le temps, le contenu, et ainsi de suite, qui jouent une grande influence. Puis vous allez me demander pourquoi le milieu rural? Parce que entre le milieu rural et les milieux urbains, ben, il y a une fracture numérique entre les deux. Il y a des disparités aussi au niveau de l'accès. Donc, dans le fond d'études, but et objectif, au fond, le but général, c'est de documenter ces représentations sociales-là des parents dans le cadre de la pandémie par rapport à l'usage des technologies chez les jeunes. Les objectifs, au fond, c'est de récolter les connaissances en premier lieu, en deuxième lieu, des attitudes, et en troisième lieu, de vérifier, voir comment les pratiques parentales vont se lier à ces représentations sociales-là. Donc, le cadre de référence des représentations sociales, au fond, qu'est-ce que c'est? Pour faire ça vite, assez brièvement, c'est un cadre qui est constitué de trois grands aspects, je vous dirais. Pour commencer, la connaissance des personnes, ce que la personne sait d'un sujet, l'information qu'elle possède, la connaissance qu'elle en a. Donc, la connaissance du numérique chez les parents. L'attitude, qui peut être d'orientation positive ou négative par rapport au numérique. Puis c'est le facteur que je dirais qui est le plus difficile à changer, semble-t-il, l'attitude chez une personne. Puis après ça, l'image ou le champ de représentation, c'est la vision que la personne va avoir de l'objet en question, au fond. Et pourquoi on a choisi ce cadre théorique-là? Parce qu'on se dit qu'il est probablement que la représentation que le parent se fait du numérique va aller influencer la pratique parentale. Donc, méthodologie, c'est des parents d'enfants, commission scolaire de la Jonquière et du Saguenay. C'est 10 parents qui sont de milieux ruraux, de municipalités de la région. Guide d'entrevue semi-dirigé. Les entrevues vont durer entre 45 et 65 minutes, une moyenne de 65 minutes environ. Il y a des parents qui jasent plus, des parents qui jasent moins. Et puis, selon les étapes de Brown and Clark pour le codage, pour toute l'analyse thématique, et ainsi de suite. Au fond, on avait 3 hommes et 7 femmes dans l'échantillon. Et puis, c'est des familles de taille de 1 à 5 enfants, et puis avec une moyenne de 3 enfants. Donc, résultats et discussions ici.
Évidemment, on est allé avec le cadre théorique, on a commencé par les connaissances. Dans le fond, les parents de notre échantillon avaient à peu près la tendance à s'auto-évaluer, à peu près comme les autres parents québécois, au fond. Parce qu'on leur a demandé là, dans le guide d'entrevue, est-ce que vous êtes en mesure de vous auto-évaluer de 1 à 10? Ce qu'on se rend compte, c'est que les parents s'auto-évaluent de manière générale de moyen à très bon, puis qu'il y a des extrêmes, puis il y en a un qui va être, se dit excellent, puis l'autre qui se dit moins bon. Je vous fais lecture de ceci. Je vais essayer de le comme ça ici pour m'entendre. M'entendez-vous si je parle comme ça? Oui, quand même assez, oui. Oui, je peux le tasser comme ça, ici, comme ça. Moi, je vais le tasser de même ici. Pour me faciliter la lecture. Donc, regardez ici, très à l'aise, on s'est autodidacté, très à l'aise, et ma blonde faisait des cours performants sur la technologie en plus, donc on est quand même pas pire. Donc, très, très bien. En fait, notre aisance, c'était de 10. Ça, c'était notre meilleur. Mais il y en a pour qui ça semble avoir été plus difficile. En marche, je capotais parce que comme moi, il fallait que je continue à faire l'intervention par Zoom. Alors moi, j'en avais jamais fait et j'aime pas vraiment ça. Et on est des sociaux, une personne en intervention. Donc, c'est pas pour faire de l'électronique. Donc, si je mets sur une échelle de 0 à 10, en masse, je dirais, mettons, 5. Donc, pour les attitudes, vous allez voir que les attitudes ressemblent énormément à celles qui sont documentées dans les écrits scientifiques. Il y a des attitudes positives. Vous avez de penser que l'enseignement peut être bon pour l'apprentissage ou il va avoir des liens avec la qualité de vie, puis il va aider au maintien des contacts. Mais de l'autre côté, l'attitude va être négative, un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, au fond, qu'il y a des craintes diverses, qu'il y a crainte pour le temps d'écran, des usages inappropriés, puis ainsi de suite. Et ce qui est à remarquer ici, puis c'est le point super important, c'est qu'il y a une ambivalence de ces parents-là. Ils peuvent voir à la fois du positif, mais être capable de voir aussi des points négatifs. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une différence aussi par rapport aux hommes et aux femmes. La littérature scientifique, elle va dire que les femmes vont avoir plus tendance à voir d'un moins bon œil les technologies. Nous autres, on ne l'a pas vu nécessairement, les hommes pouvaient aussi ne pas voir ça d'un très, très bon œil. Aussi, par rapport à l'appréciation du risque, ce qu'on voyait dans la littérature scientifique, au fond, c'est que les parents vont avoir tendance, je dirais, à nommer fortement là, les concepts, là, la cyberdépendance, l'art d'enfant, des concepts comme ça, tandis que dans nos résultats, c'est moins nommé, on dirait que c'est vu comme quelque chose qui est plus loin, moins abstrait, moins concret, plus abstrait pour eux autres, je dirais. Je vais laisser passer les citations pour le moment, sinon je vais manquer de temps. Résultat de discussion, image, dans le fond. Il y a deux aspects d'image qui ressortent chez l'échantillon, chez ces parents-là. Le technodéterminisme. Ça, le technodéterminisme, c'est de penser au fond que c'est la technologie qui influence le social, qui influence le milieu, au fond. Donc, ça peut se manifester sur deux aspects. Le parent peut voir la technologie comme un monde vaste, incontrôlable, sur lequel on n'a pas d'emprise, mais également, il peut aussi voir qu'il faut s'y conformer ou encore y résister. Et autre image aussi qui est vue, c'est que les jeunes auraient des capacités, comment je dirais, auraient des talents, des capacités que les adultes n'ont pas, comme si les jeunes avaient cette comment je dirais le mot anglophone, cette twist-là avec la technologie que les adultes n'ont pas. Donc, citation, image, je pense que je vais vous en lire un peu rapidement, très rapidement. Mais ça prend 14 secondes, ils ont compris. Ce n'est pas des farces, c'est rapide des enfants. Même un enfant de 2 ans et moins, c'est tout le temps drôle à voir. Il va sur la télé, il essaie de swiper le poste. En parlant du numérique, aussi de la mettre en garde contre tout ce qui circule, qui est faux, qui peut être dangereux, comment on peut être vulnérable à son âge, comment tout le monde peut être vulnérable aussi dans sa vie. Puis avec la technologie, ça va être plus quelqu'un qui va s'y conformer. C'est fantastique aujourd'hui, les instances de partout dans le monde, tous les milieux, c'est du divertissement, c'est phénoménal, c'est extraordinaire et ainsi de suite. C'est un peu ça, un peu qui ressort de cette image-là, si on veut. Donc, dernier objectif du mémoire, au fond, c'est de voir les liens entre les pratiques des parents et puis les représentations sociales. Dans le fond, les pratiques, on peut les diviser rapidement en deux catégories. Les pratiques actives, c'est le parent qui va plus s'intégrer, enseigner à son jeune, l'accompagner dans son apprentissage des technologies. On va voir la médiation qu'on va appeler restrictive. Ça, c'est celle où est-ce que le parent va empêcher, diminuer le temps, diminuer l'accès, puis l'empêcher
d'être exposé, dans le fond, aux technologies. Fait que les liens qui existent par rapport aux connaissances, un parent qui a des pratiques actives tend à avoir plus de connaissances. Autrement dit, la littérature, au fond, tout ce que je vais vous dire pour ces liens-là, ils ne sont pas clairement documentés en littérature, mais ce qui est trouvé, il reste combien, excusez-moi? Ah, 5 minutes, parfait, je vais te parfait, merci, excusez-moi. Donc, au fond, les connaissances sont liées aux pratiques actives. La littérature elle suggère, au fond, là-dedans que, comment je pourrais vous l'exprimer un petit peu plus clairement que ça, c'est que si un parent connaît une technologie, il va avoir plus tendance à appliquer des mesures pour être capable d'être en mesure d'accompagner son jeune. S'il les connaît moins, il va peut-être moins jouer un rôle d'accompagnement. C'est un peu le même principe par rapport à l'ambivalence dans les attitudes. Un parent, plus le parent va être ambivalent, plus il va être en mesure dans les résultats, dans ce qu'ils vont nous dire, d'être capable de nommer à la fois des très gros avantages, mais aussi des très gros inconvénients. Ça va être la même chose. C'est le même genre de parent qui va être en mesure d'appliquer une pratique active, d'être plus accompagnant avec son jeune. C'est un peu sur ce même principe-là, au fond. Plus il connaît, plus il va être capable d'accompagner de cette manière-là. Donc, peut-être que s'il connaît, peut-être qu'il est plus ambivalent parce qu'il est capable, en même temps, d'évaluer les risques, mais en même temps aussi d'évaluer les avantages. Le technodéterminisme, on n'a pas trouvé dans les résultats de lien avec les pratiques. Parce qu'en fait, tous les parents, sauf une exception, le groupe de parents se représente ça comme ça, de manière technodéterministe. Donc, la question à se poser, je vous dirais, c'est quoi, au fond, qui fait que les parents ont cette pensée technodéterministe-là? C'est peut-être la question qui pourrait être à se poser pour plus tard. Puis par rapport au mythe du digital natif, le natif du numérique, autrement dit que le parent croit que l'enfant a des capacités que l'adulte ne possède pas, bien, c'est lié avec la restriction. Plus que le parent est restrictif, plus il a tendance à adhérer à ce mythe-là. Ce n'est pas documenté nulle part pour le moment. Donc, force et limites du mémoire, ben, c'est une thématique d'actualité. Je regarde un peu mon visage, c'est des choses qui vous disent quelque chose, technologie numérique, l'utilisation, l'encadrement parental, tout ça, au niveau de la pandémie également. Documenter une réalité rurale, ça n'avait pas été faux au Saguenay-Lac-Saint-Jean par rapport à ce sujet-là. Et puis, aussi connaître un peu mieux les connaissances parentales, on a observé une lacune par rapport à ça. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a quelques limites. C'est quelle ruralité dont on parle? Parce qu'on a pris les milieux ruraux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est pas pareil d'un endroit à l'autre. Je vous donne un exemple. Un travailleur forestier de Girardville, ça ne sera peut-être pas la même réalité que quelqu'un professionnel qui va habiter au lac Kenogami, puis pourtant, il habite tous les deux dans des milieux ruraux. En réalité, on n'a pas de différence par rapport à ça. Donc, de quelle ruralité on parle? C'est peut-être quelque chose qui est moins clair aussi. L'échantillon qui est très homogène, c'est surtout des gens qui avaient des salaires, des revenus plus élevés, des niveaux scolaires qui étaient plus élevés peut-être que la moyenne. Mais souvent, qualitatif, c'est une limite, on a plus de difficultés à aller chercher certaines personnes dans certains cas. Puis, aussi par rapport à la littératie numérique des parents, on a parlé des connaissances des parents, puis justement, du fait qu'ils ont développé des capacités pour le Zoom ou le Teams, et tout ça pendant la pandémie. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup, que je vous ai pas dit tantôt. Les parents parlent beaucoup de ça, c'est quelque chose qui les a marqués, c'est ça qu'ils ont fait pendant la pandémie, autant pour l'apprentissage, pour leur travail, mais aussi pour l'accompagnement de leurs jeunes dans le milieu scolaire aussi. Dans le fond, la limite qui va arriver, c'est que est-ce que vraiment la manière dont les parents vont s'auto-évaluer, est-ce que vraiment c'est la réalité? C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas aller voir avec ce genre d'études-là. Puis aussi, ben, les représentations, ben, ils ont évolué sûrement pendant la pandémie parce que les données ont été prises pendant la période pandémique. Donc, vous savez comment ça changeait à peu près de son gouvernement ou à peu près de n'importe quoi pendant toute cette période-là. Donc, peut-être que les représentations des gens ont évolué pendant ce temps-là. Aussi le fait que les entrevues ont été faites sur une période de temps, justement, de plusieurs mois. Donc, peut-être que les points de vue ont pu être différenciés par rapport à ces périodes-là. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. C'est un plaisir de vous avoir comme auditoire.